Yes. Bienvenue sur On Jase Vélo. Hey, merci de l'invitation, c'est gentil. Ça fait plaisir. Très gentil. Content de te recevoir, Joe, Jonathan, Joe, Allen. Allen, oui. Allen. Ouais. Donc, content de te recevoir. C'est ça, en fait, on s'était contacté via le magazine All Day, Ouais. ton magazine de bike. Donc, bien content de te recevoir et puis on va pouvoir jaser autour de ça puis lancer la discussion sur le magazine, sur le magazine sur et le bien Race d'autres choses. Across. Bien d'autres choses, ouais, Ben c'est oui, ça. absolument. Donc, si tu veux nous parler de ton magazine? Ben, All Day, on a fêté notre 4e année le 10 janvier dernier. Le magazine, en fait, c'est 12 collaborateurs et on couvre autant le vélo que le plein air, que l'escalade de glace, que l'overlanding jusqu'à un certain extent. Mais c'est sûr que notre noyau le plus fort, si on veut, c'est vraiment le vélo. Donc, pourquoi? Parce que je suis un fan fini de vélo en premier lieu. Avant d'avoir All Day, j'avais un blog qui s'appelait Bike. Et suite à le COVID et tout ça, et à une fin de semaine dans le coin de Québec, je me suis arrêté. Je me suis dit, j'aime pas juste le vélo dans la vie, j'aime aussi le plein air, j'aime faire plein de choses. Et suite à une réflexion à ça, j'ai contacté les brands avec qui je collaborais, puis j'aurais dit, si on allait au-delà de juste le vélo, si on parlait d'autre chose, est-ce que ça vous intéresserait d'une perspective de marque? Et ils m'ont dit absolument. Et ça a été fondé à ce moment-là. Ce fut comme la continuité logique. Et il y a des gens qui se sont greffés. Certains sont arrivés, d'autres sont repartis pour plein de raisons. Comme Maxime Legendre, qui était notre trail runner, lui, termine un post-doctorat en psychologie, donc on comprend que... C'est une bonne raison pour... c'est pas qu'il aimait plus écrire des reviews, c'est qu'il était tanné de taper à l'ordinateur et faire sa thèse et tout ça avec compréhension, mais entre autres. Mais non, on couvre plusieurs sujets, mais c'est bien certain que moi, mon dada préféré, c'est vraiment l'essai de produits de vélo et participer à des événements et en parler. J'imagine que toi, tu as un amour pour le gear, pour l'équipement, pour vraiment au-delà de t'aimes le vélo at large, mais tu dois avoir un certain amour pour tester, essayer, comparer. J'ai été 20 ans dans le vêtement, dans le domaine du vêtement, donc au niveau de la fabrication, d'avoir des brands de vêtements, qu'il y a un magasin de vêtements et tout ça. Donc, c'est sûr que quand tu fabriques des vêtements ou tu fabriques du gear ou tu as une analyse très, très différente d'un produit ou d'un... peu importe quelque chose que tu achètes ou que tu fais fabriquer, par exemple, la perspective, elle est très, très différente. Même au niveau consommateur, lorsque tu achètes un produit, ce que toi, tu vas regarder parce que tu as une expérience au niveau de la fabrication, c'est pas la même chose que monsieur, madame, tout le monde lorsqu'il magasine un manteau, par exemple, ou un cuissard, ou peu importe ce que tu achètes. Je suis très, très analytique. Mais au-delà de ça, depuis toujours, je suis toujours fan de tout ce qui est vêtements, gear, essai, essayer pourquoi j'essaie ça, pourquoi j'aime ça, analyser, décortiquer. Puis c'est ce qui m'a amené à faire ce magazine-là. Et 175 articles plus tard, j'y suis encore. Ouais. Mais d'où ça devient l'amour du vélo? Quand est-ce que ça a commencé, là? J'ai toujours fait du vélo. Très jeune, j'étais pas Nintendo du tout. Là. Ma mère me disait, Jonathan, t'avais acheté le premier Nintendo avec un gun orange. Et elle a dit, je pense que tu as joué 2 fois avec. Il fallait quasiment qu'on te tire le bras pour que tu reviennes à la maison. Tu étais tout le temps en vélo. Et ce qui est très drôle, c'est que la semaine dernière, justement, une ancienne amie du secondaire me dit, hey, j'ai réouvert mon album. Et c'est très drôle parce que ce qui est écrit dans ton profil, c'est où est-il sur son vélo comme toujours. Elle dit, aïe, c'est assez exceptionnel de voir que tu en fais encore. Je dis, visiblement. Mais effectivement, j'ai toujours aimé faire du vélo. Il fut des années où j'en ai fait beaucoup moins. Avec les aléas de la vie. La vie professionnelle, etc. Donc, c'est sûr que je m'y suis moins attardé. Cependant, il y a eu une époque très charnière dans ma vie qui a fait à un moment donné que j'étais sur le bord de m'endormir et mon laptop était ouvert, puis il y a une vidéo qui a sûrement popé puis qui disait, tu sais, si tu veux être heureux dans la vie, retourne à ce qui te rendait le plus heureux à un point dans ta vie. Peu importe c'est quoi, que si t'étais plus jeune et tout ça, puis j'ai dit, c'est le vélo. Fait que j'ai dit, OK, je vais recommencer à en faire plus, puis plus, puis bon, c'est revenu comme si j'avais jamais arrêté. Je m'étais rendu compte que c'est ce qui me manquait dans la vie pour
peut-être être le plus comblé possible. Mais quand tu étais jeune, t'en faisais, c'était ton sport, un moyen de déplacement, quelle pratique tout, tu faisais? Plus jeune, vers 4 ans, quand nous, on allait faire du BMX, on allait faire du vélo, et tout ça. Dans mon adolescence, c'était aussi mon moyen de transport pour aller travailler. Donc, je faisais à peu près... c'était 20 km de la maison. Donc, je faisais 20 km aller, 20 km avec mon bike de downhill dans le temps. Je pédalais ça à Blainville. Tout le monde savait c'était qui le gars qui se prenait avec son bike de downhill sur le boulevard de la Belle. Aussi, non? Mais c'est ça, c'était ça. J'ai fait de la compétition. J'ai commencé au groupe plein air Terrebonne, au GPAT. Oh, nice. J'ai fait du cross-country là pour l'équipe Saturne, donc ça me rajeunit pas. Pour l'équipe, j'ai encore le casque à la maison, mais... oui, j'en ai fait. Par la suite, je me suis un petit peu plus intéressé, là, les magazines Mountain Bike Action qui nous faisaient voyager tous. Je me suis un petit peu plus intéressé au dual slalom à ce moment-là qu'il n'y avait pas au Canada. On faisait un petit peu avec, mais mon vélo était assemblé comme celui de Katrina Miller que j'aimais bien, qui coursait pour Manitou jadis et tout ça, et Wade Boots, là, c'était comme un mix de tout ça. La fameuse Manitou X-Vert orange. Là, j'ai eu un gros accident en vélo qui malheureusement, ce que je voulais accomplir dans la vie, d'être un vrai pro, s'est arrêté soudainement. Et puis il a fallu, on sait tous que quand tu as un gros accident en vélo, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile de recommencer. J'ai laissé ça de côté, puis à un moment donné, tu vieillis, tu travailles, t'en fais moins. Puis c'est ça. Là, maintenant, j'en suis que c'est une grosse partie de ma vie. À toutes les semaines, je fais du vélo hiver comme été. Tu as beaucoup de fat bike, je vois. Tu es très actif avec ton Frankenbike un peu, là, ton vélo de montagne, montée gravel. Ouais, mon Rocky, c'était le projet Marketplace, en fait. C'était de ramasser des pièces sur Marketplace pour pas cher, en disant qu'on peut assembler un vélo extrêmement intéressant pour pas très cher. À travers ça, on a eu des partenaires comme, par exemple, Wolftooth Components qui nous ont envoyé le Tanpan pour ajuster un dérailleur de montagne avec des manettes, des drop bars et tout ça. Et on a eu aussi PNW qui ont envoyé des composantes. Et la partie 2, oui, ça a été un petit peu plus long. Donc, là, ce qu'on fait, c'est il est peinturé, il devrait être assemblé, là, on est en janvier, mais il devrait être assemblé prochainement. Donc, c'est le projet Marketplace Part 2. Okay. Et là, j'ai fait faire la peinture sur le vélo au complet. On a des composantes qui ont été changées. On a un gros upgrade des cages pour faire le même Rocky Mountain, là, mais qui le peint? Il s'appelle Wheel Garage. C'est un gars c'est un magicien des roues. Okay. Et de Powder Coat. Et que je connaissais du monde de l'automobile. Je disais, tu es capable de faire ça, des frames de vélo, 100%. Donc, il a fait aussi le projet Fat Bike 2025, c'est lui qui l'a peinturé. Et il a peinturé aussi le Rocky Mountain. Donc, la partie 2, là, c'est un full bikepacking. J'ai fait faire des cages custom pour aller sur ma fourche Fox. Une cage pour le guidon en avant, rack à l'arrière avec des sacoches et tout ça. Donc, c'est là qu'on en est pour la partie 2, encore là, qui était à faible coût. Pour les changements qu'on y a apportés. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as clairement une passion qui se transpire, là, qui est impressionnante, mais t'as l'air pragmatique dans ton amour du matériel. Genre, je te sens pas comme rouler un Pinarello à 24 000 $. T'as l'air d'un gars qui veut monter du stock, mais tu veux rouler, là, tu veux le vivre. Puis, Oui, pour moi, je pense que ce qui m'a aussi amené à faire des reviews à un moment donné, c'est que moi, je travaille en marketing dans la vie et je trouvais qu'on était, si on parlait des médias traditionnels, on était souvent dans l'espèce de copy-paste des spec sheets qu'on voit des produits. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de saveur. C'est une publicité, ça. Ouais. Ou lorsqu'il faisait une espèce de review, mais visiblement, la personne n'avait pas essayé le produit. J'étais comme, mais c'est pas la réalité. C'est pas la réalité de monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Là, moi, si tu me suis sur Strava, tu vois bien où toutes les 400 000 photos que je prends tout le temps. Des vélos, j'amène moi, c'est ce qui est très rigolo, mais des vélos, tu vois bien que je laissais en maudit le produit. Puis, tu sais, quand nous, on dit, après 2000 km d'essai, voici ce qu'on en pense, c'est qu'on l'a essayé dans un paquet de conditions différentes, des fois sur différents vélos, sur différentes choses. Donc, pour moi, c'est ça qui est important. C'est que l'utilisateur qui est à la maison, qui n'est pas un professionnel, qui veut s'acheter des pneus, qui veut s'acheter des vêtements, dise
ben lui, ce qu'il dit, ça semble faire du sens. Ouais. Ça semble être la réalité de ce qui se passe avec ce dit produit-là. Mhm. Après ça, on peut être d'accord, pas d'accord, on peut avoir des impressions différentes, on peut avoir des opinions différentes. Mhm. Au final, ça reste une opinion, on Ouais. s'entend, Ouais. mais basée sur un essai de X, Y, Z temps. Mais c'est quoi? Parce que moi, ça m'a rejoint. J'ai toujours été, toi, tu le sais, là, avoir 12 freins, monter des bikes. Ouais. Moi, j'aime bien ça, dépasser des gars. Sur le circuit avec mon Marinoni. Les pauses déjeuner, là, il est avec une petite guenille, là, il est en train de shiner des dérailleurs là, pendant que les autres mangent. Là. Puis là, il les caresse. Là. Mais tu sais, je les roule, mes bikes. Tu sais, je fais 15 000 kilos par année. Genre, pour moi, ça sert à rien d'avoir un bike à 25 000 tu peux avoir un bike à 2 000 à 3 000 bien entretenu. 100%. Bien maîtrisé, contrôlé Ouais. et tout. Puis tu vas avoir beaucoup plus de le fun. Ben, le premier Big Red, je salue les boys du Big Red. Le premier Big Red que j'ai fait, c'était avec un Rocky Mountain, c'était un Whistler et c'était un 2004. OK. C'est l'année où il commençait à utiliser un frame de vélo de montagne, mais adapté pour du 700. Fait que c'était comme un hybride avec une fourche. Il y avait une fourche Rock-Chalk 40 mm. OK. Là, je l'avais fait avec des Bullhorn Bars que j'avais mis des shifters. Et là, les gars trouvaient ça bien drôle jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que ouais, ta fourche à suspension dans certains secteurs, je comprends c'est pourquoi clair. qu'elle est dessus. J'étais comme, Ouais. Ben, le vélo a coûté 300 à monter. T'es en train de rusher avec un bicycle à 3000. Là, fait que c'est très rigolo. Il reste que j'aime essayer des belles composantes. J'ai l'opportunité de travailler avec des marques qui sont exceptionnelles, qui m'envoient des produits, mais on se cachera pas que si ce n'était pas de ces marques-là, est-ce que je roulerais des produits aussi haut de gamme? Ben, la réponse, c'est probablement non. OK. Ou pas autant, en tout cas. C'est ça, la réalité. Sauf que je le fais pour le bonheur de nos lecteurs, mais je me considère extrêmement chanceux de pouvoir essayer autant de produits à 100%. Là. À chaque fois, je remercie les brands avec qui on collabore parce qu'on a une chance exceptionnelle de pouvoir essayer ces produits-là. Là. Très cool. Mais ça se ressent quand on lit tes articles, quand on te suit sur les réseaux, t'as sans arrêt le remerciement dans les propos, Oui. dans tes articles, tu vois qu'on teste, puis on se connaît pas depuis super longtemps, mais dans si peu de temps, j'ai quand même saisi un peu que tu fais beaucoup de sport, tu y vas à fond, tu t'aimes essayer, puis c'est cool, c'est rafraîchissant du moins de voir que vraiment quelqu'un qui va à fond dans le test de produit puis qui essaye là, vraiment intensément. Oui, absolument. Je pense que écoute, je pense que c'est la seule façon de vraiment essayer des produits. Des tires, tu peux pas essayer ça une fin de semaine parce que tu as fait, je sais pas, tu es allé rouler en Estrie où c'est superbe puis dire, après 200 km, moi je suis convaincu que c'est ça que ça fait. Je suis pas d'accord. Tu peux avoir tellement de conditions différentes. Tu peux voir de la boue, pas de la boue, de la roche, pas de la roche, du sable, pas de sable. Il peut tellement arriver de choses sur des choses différentes, tant au niveau du dénivelé, au niveau de 100 000 affaires. C'est impossible, dans une courte période de temps, d'être très, très, très décidé sur un produit. Moi, personnellement, je crois pas à ça. Puis moi, j'ai une question un peu choc pour toi, là, en milieu de podcast. T'es un gars de marketing, de communication. Ouais. Comment tu te sens avec ce trend de plus en plus violent-là du branding, du fait que le vélo, c'est fashion, c'est cool. Tu vois, sur Instagram, Facebook, les marques, ils mettent de l'argent, là, des pas normal studio, du MAP et tout, de ce monde qui te charge 500$ pour un bib, des vélos à 30 000$. Ouais. C'est quoi ton feeling par rapport à ça? 30 000 pièces. Hey, attends. Florentin m'a envoyé une photo, le Pinarello Dogma, en vente chez quelqu'un, 25 000$. 10 000 pièces le cadre. 25 000$. Ben, nous, tu sais, moi, je travaille en marketing. Effectivement, les réseaux sociaux sont extrêmement importants, mais il ne faut pas oublier que nous, on est un site web à la base. Donc, si on regarde nos réseaux sociaux, nos followers on s'en cache pas. C'est pas notre force. Ce qui est très drôle, nous, notre force, c'est notre site web. Donc, une personne, même vous, peut-être que vous le faites avant d'acheter un produit, une personne qui est intéressée à un produit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher l'information avant de l'acheter. Et des fois, c'est très dommage, mais ça ne sera pas nécessairement sur les réseaux sociaux qu'il va trouver la réponse plus détaillée de ce qu'il veut comme produit. Donc, il va rentrer le nom du produit, review, souvent c'est ce qu'on va tous faire sur Google, puis on regarde qu'est-ce qui se passe. Nous, on est chanceux,
on ressort à travers le lot. On doit malheureusement quand même s'ajuster à chaque année sur la façon de faire les titres, la nomenclature des articles. Il reste que nous, on a une nomenclature qui est très, très précise. Donc, c'est pas juste de faire le review, merci, au revoir. C'est le contexte, dans quel contexte on se retrouve à essayer le produit à propos de la marque, parce que je trouve ça important que la personne, lorsqu'elle soit intéressée à acheter un produit, avoir un petit peu un about us de la marque. Brand, Après ça, la description plus technique du produit, le reste qu'elle est extrêmement importante, et nos impressions du produit et la conclusion. Et pour moi, c'est important de le faire. C'est important que les gens prennent en contexte, OK, mais comment ça se fait qu'ils sont ramassés à essayer ce produit-là? Parce que j'étais curieux du produit, parce que la compagnie, on a des relations, on a du repeat business avec certaines marques, ils savent un peu qu'est-ce qu'on aime moins, nous l'ont envoyé, voulez-vous l'essayer? C'est tout le temps sur une base volontaire. Donc, les collaborateurs et moi, on n'essaiera jamais un produit si ça ne nous intéresse pas. Il faut qu'il nous intéresse, le produit. Il faut que ça soit quelque chose qu'on va utiliser pour vrai. Tu sais, juste recevoir du gear pour recevoir du gear, c'est pas dans notre façon de penser. Tu fais pas du unboxing, là. Exactement. On fait pas du unboxing ou c'est pas notre crème préférée à toutes les semaines qui change. C'est pas notre but. On aimerait ça être un petit peu plus populaire sur les réseaux sociaux, mais je mets extrêmement beaucoup d'efforts sur le site web parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important. Pour revenir à ta question, au niveau des pas normal studios qui chargent très, très, très cher, la question qu'il faut se poser, c'est quel est le pourcentage du prix du produit qui est relié au marketing versus la qualité du produit. Poser la question, c'est y répondre, je pense. On ne se comptera pas de mentir que si on fait un petit peu de recherche, on sait très bien que certains produits chez Pas Normal sont fabriqués dans la même, et ils vont dire, voyons donc, sont fabriqués dans la même manufacture que certains produits de chez Decathlon. Donc, au final, est-ce que le produit vaut vraiment son 300 $ de bib ou 400 $? Personnellement, en termes de qualité de produit, je ne peux pas déterminer, je ne l'ai pas essayé, j'en ai vu, j'ai lu sur le sujet, je ne suis pas convaincu. Après ça, est-ce que le marketing qu'ils font autour, est-ce que le vibe est intéressant? Pour moi, je trouve ça extrêmement intéressant d'un point de vue marketing. Ils l'ont à 100 000 $. Il y a d'autres marques que moi, j'ai essayé. Des bibs à 300 €. Aussitôt que j'ai ouvert le sac, j'ai fait « ça vaut pas 300 €. Vous voulez vraiment 300 €? OK. » Là, je me dis tout le temps, va au-delà de la première impression du produit parce que des fois, on peut être surpris. Et malheureusement, il y a une marque européenne, j'ai fait « je suis désolé, ça vaut pas ce prix-là. » Mais avant d'arriver à ce constat-là, lorsqu'on a une problématique avec un produit, les collaborateurs, c'est toute la même chose. Si on a une problématique avec un produit, ça peut être une défectuosité du produit. Ça ne veut pas dire que le produit n'est pas bon. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'à ce moment-là, on avise la marque, on dit, écoutez, voici ce qui se passe avec votre produit. Est-ce que vous pouvez m'en envoyer un autre, s'il vous plaît? Cependant, si la problématique se répète, on va être obligé de le mentionner. Donc, c'est là où nous, on garde notre indépendance. Les marques ne nous payent pas pour donner une opinion positive du produit. On garde notre indépendance médiatique. Oui, la compagnie nous envoie le produit gratuitement, mais on n'a aucune rétribution financière à essayer le produit. Parce que des fois, on entend, on sait bien que vous êtes payé. Non, nous, on n'est pas là. C'est pas ce qu'on fait. On veut garder notre indépendance. On veut garder cette espèce d'espace-là entre nous et la marque. Mais c'est ça qui est dur maintenant. Il y a tellement de produits. Pareil, j'ai commencé le vélo il y a super longtemps. Il n'y avait pas 36 marques de tout. Non. Quand tu voulais acheter un produit, t'allais voir la personne qui le roule avec, puis tu sais qu'elle l'a roulé pour vrai, le pneu, le peu importe, qu'est-ce que t'en penses, puis là il va te dire les vraies affaires. Maintenant il y a beaucoup de ça, moi j'appelle ça du unboxing là, sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Tu vois la vidéo, c'est ça, il a fait 200 km, il a utilisé le produit une semaine, puis il va dire il est comme ça, mais il y a tellement de conditions qui font que t'as besoin de connaître le produit que je trouve que c'est un peu mélangeant de magasiner. Maintenant, là, c'est dur. Tu sais, finalement, il y a tellement d'informations, mais tu sais même pas si elles sont vraies ou pas que c'est un peu un essai-erreur quand tu achètes. Puis
maintenant, les produits coûtent extrêmement cher, donc 100%. c'est assez 100%. délicat. Là. Et surtout au niveau des pneus, on a tellement de marques maintenant, on a tellement de déclinaisons de types de pneus. À un moment donné, on ne sait plus quel taille faut que j'achète. Faut que j'achète 4 sets de roues pour rouler sur 4 sets de conditions différentes. Le tubeless aide pas. Hein? C'est la compatibilité. Je suis un gars de sub, allô? Mais c'est ça, oui, absolument, tu as raison. Je pense que les gens, à un moment donné, ils se retrouvent plus. Et nous, c'est pas juste de partager, sur les réseaux sociaux, on le fait, mais on a beaucoup d'interactions aussi sur les groupes, les différents groupes sur Facebook. Les gens ont des questions, des gens veulent des réponses. Des fois, les réponses sont pas toujours intelligentes. Donc, moi, souvent, ce que je leur dis, c'est, moi, j'ai essayé tel type de pneu, j'envoie le lien, puis c'est à eux à déterminer si l'information que je t'ai transmise, elle est beaucoup plus valide qu'un gars qui dit cette compagnie-là, c'est pas bon. Ouais, mais tu te bases sur quoi pour dire que c'est pas bon? Sur les réseaux, c'est ça, c'est que les gens réfléchissent pas, ils pas de filtre. Puis c'est pareil, c'est est-ce que tu aimes la marque ou pas. Tu sais, comme on prend l'exemple de Decathlon. Decathlon, historiquement, c'est une marque, c'est une marque de grande surface, mainstream, etc. Tu sais, il y a la qualité qui est comme remise en question parce que c'est un gros commerce de détail. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit moi j'ai acheté tel pneu ou tel truc, ils se font tout le temps assassiner sur les réseaux, mais il n'y a aucun fondement là. C'est juste, ils ont même pas essayé le produit, mais vu qu'ils se disent ok, mais là ça se vend pas dans un bike shop, c'est ailleurs. C'est sûr que Decathlon au Canada, en tout cas, ils ont intérêt, malheureusement. En Europe, c'est extrêmement connu. Moi, quand ils sont arrivés... Ça a mis longtemps, là. Oui, puis ça fait longtemps que ça existe, mais quand ils sont arrivés, je me rappelle, ils avaient fait un article dans la presse en disant, nous, là, ce qu'on veut, là, c'est que les gens s'initient à un sport. Ouais. S'ils aiment ce sport-là, puis ils s'initient à faible coût. S'ils aiment ce sport-là, ils peuvent bien l'acheter avec la grosse marque avant, mais au moins, ils n'auront pas sorti un gros moton d'argent pour essayer un sport. J'ai fait, j'aime ça, cette approche-là. Ouais. Et on se cachera pas, ma plus grosse surprise de 2024 fut le bib Van Rysel Cargo Decathlon à 75$. Et ils auraient pu le vendre 150-200$. Et à mon avis, ça vaut le prix. C'est un bib qui est exceptionnel, 75$ pour ça, et qui est fait dans la même usine que Panorama Studio, je vous le confirme, que j'ai payé de ma poche. Je ne l'ai pas mis sur le magazine parce que j'ai payé, mais ça a été ma surprise de l'année. Et je m'en suis pas caché pour le dire, parce que c'est important d'aviser. Mon ami Dominique, qui est collaborateur, il a acheté en dernier recours pour un événement de vélo, le manteau de vélo de montagne là, qu'ils ont fait vert avec un gros capuchon. Il dit, Jonathan, j'ai jamais vu ça, un manteau comme ça à 140$. Puis c'est moi qui lui ai dit, il dit, je me cherche un manteau, on fait un événement à la pige, je Décathlon 140$ le manteau vert. J'ai dit, go, on y va. Hein? J'ai dit, c'est quoi tu parles? J'ai dit, fais-moi confiance. Puis il est arrivé, il dit, voyons non, on dirait un manteau à 600$, il est 140$. Mais j'ai dit, demain, là, je suis sûr que tu vas être sec. Et effectivement, il a passé 5 heures sur son bike, il est resté sec, il dit « Ça, c'est mon meilleur ami de bikepacking, OBC, il reste dans mon sac. » Donc, oui, Decathlon, ils ont l'avantage que c'est eux qui fabriquent leurs propres produits. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas à booster leurs profits. Ils font déjà un profit extrêmement intéressant, mais ils sont extrêmement compétitifs. Par la suite, on en a parlé. Je pense que, allô les gens de Decathlon, on en a parlé, ils auraient intérêt à ce qu'on fasse des essais produits pour eux. On a essayé, ça a été difficile, mais ils auraient intérêt parce qu'ils offrent des produits de très belle qualité pour le prix. J'ai trouvé des souliers en spécial à 45$ de gravel bike juste pour le prix. J'ai dit, OK, à ce prix-là, je vais les essayer. Écoute, le soulier avait l'air de bonne qualité. J'ai fait 1200 kilos avec. C'est pas pareil. Le soulier à 45$ spécial. Les souliers de route, combien de kilomètres qu'on a fait avec nos souliers? Hein? Moi, je suis rendu au moins à 20-25 000 facile. Mais la semelle de carbone est faite en Italie. C'est des qui a fait. C'est juste qu'on le brand pas, c'est pas marqué. Mais au final, je pense qu'on a fait. Si on a fait 20-25 000 avec. J'ai fait 2500 km, j'ai pas une seule fois mal au pied. C'est ça. Aucune douleur, rien. Exact. Fait que non, je pense que les gens auraient tout intérêt à découvrir Decathlon un petit peu plus. Mais je pense que c'est aussi la responsabilité de Decathlon de travailler peut-être le marketing au niveau de l'essai puis au niveau du brand awareness et du product awareness. C'est ça qui est difficile maintenant. On revient encore là-dessus, mais tu sais, il y a beaucoup de reviews, c'est bombardé de reviews. Tu testes les produits et tout pour lancer des effets de mode, mais il n'y a plus nécessairement l'aspect technologique ou réel qui fait que tu veux acheter le produit. Moi, je prends par exemple les casques Giro. Moi, je vends Giro.
Et moi, je connaissais pas avant de commencer chez OGC. T'as le casque, t'as le Aries, par exemple, Spherical, qui est comme le next level du MIPS. Ouais. Puis, tu sais, Visma roule avec ça et tout. Ouais. Tu vois personne rouler avec ça au Québec. Moi, j'adore les casques. Et ce casque-là, c'est comme le MIPS, ça fait un moment que là, c'est le next level du MIPS. Ouais. C'est-à-dire qu'en termes de sécurité, il n'y a pas mieux. Non. Là, pour l'instant, il y a juste Giro et Bell qui ont ce brevet-là. Ouais. Là, je pense que c'est ouvert maintenant. Les marques vont pouvoir développer des casques avec le Spherical. On va le voir sur tous les casques. Mais tu sais, quand tu achètes un casque à 450 pièces, en fait, là, tu achètes un élément de mode, mais tu sais, tu veux pas acheter le casque qui est le plus sécuritaire. Le plus sécuritaire, c'est un casque Spherical, mais on achète genre quelque chose qui est bombardé par les réseaux sociaux de review, de unboxing, puis il est cool, il est léger, il est confortable, j'ai fait une ride avec, that's it, là. Ben, c'est comme ça qui est fou. Bontrager ont sorti le Wave Cell. Et ça démolissait MIPS à 100 000 $. Ouais, ça, c'est une autre technologie, mais tu sais, puis les gens disent, non, c'est pas bon, c'est pas MIPS. Non, on se comprend pas. Il n'y a pas juste MIPS dans la vie. Non, il y a plusieurs technologies qui existent. Lorsqu'on fait des vérifications et des comparatifs, et au niveau de l'impact et au niveau de la torsion, c'est supérieur. Ouais. Ah ouais, mais c'est pas MIPS, j'en veux pas. Oh, on n'est pas là. Tu sais. Moi, c'est un casque que j'ai adoré. Les casques Bell, tu sais, je vais toujours être redevable à Bell. Si ce n'était pas de Bell, je vous parlerai plus aujourd'hui. C'est mon casque Bell qui m'a sauvé la vie. On s'entend que pour moi, les casques, c'est hyper important, peu importe le prix. Tu sais, c'est quoi le prix de ta tête? C'est ça la question qu'il faut se poser. Tu sais. C'est intéressant tout ça parce qu'on est dans une société, je pense, où on valorise plus l'image. Ouais. Tu sais, moi, ça me fait toujours rire. À chaque fois que je vais grimper sur Camillien Hood, je vois toujours des gens avec des vélos. Tu sais, c'est quasiment un down payment de maison. Ils sont bien dans le fond à 210 watts, là, puis ça sue en... Puis, tu sais, ils ont le vélo pour faire le Tour de France, puis au final... Tu sais, tu te dis, il y a tellement... Oui, l'équipement, c'est important, puis on a la chance, la malchance de vivre dans une époque où il y a de la surabondance d'équipement, les marques se lancent, il y a plein de choses qui se passent. Mais j'aime ce que tu dis quand tu parles d'éduquer, de s'éduquer, de s'informer, d'essayer de comprendre et de faire un choix qui est à la fin peut-être plus logique d'aller vers un aspect technique, sécuritaire que de juste espérer flasher quand tu roules en groupe. Puis ça, c'est... Le vélo, c'est quand même un sport qui contient un certain danger, on va se le dire. Tu fais du vélo de montagne ou de la route. T'es tout nu avec un casque sur la tête. Ton petit Lycra sur le bord d'une route avec des chars qui passent à 90 km/h. Fait que, au final, je pense qu'on choisit mal un peu nos critères d'achat. Puis ce serait intéressant de revenir peut-être à une base où c'est facile de dire dans le temps et tout, mais dans le temps, tu avais un magazine ou tu avais un site web, puis tu lisais, puis tu avais confiance. Tu gagnais la confiance envers le média, avec lequel tu t'informais. Et quand tu rentrais dans un bike shop, tu avais également un service aussi. Tu rencontrais la personne, le vendeur savait que il y avait d'autres places où acheter, mais qu'il allait gagner la vente en faisant un bon service. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a tellement de pression, puis c'est un peu taré. Les gens rentrent des bike shops, sont genre, j'ai 10 000 $, qu'est-ce que je peux avoir? Au lieu de dire, je veux un bike pour faire telle chose, tu me recommandes quoi? Mais je pense qu'en bout de ligne, peut-être mis à part les vélos, parce que c'est un peu plus dur un bike shop d'essayer, mais je pense qu'un vendeur dans un bike shop va te vendre en priorité le produit qu'il utilise. Ben, j'espère. Le vendeur, là. Oui. Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, là. C'est qu'au moins, quand tu vas dans un bike shop, t'as un service qui fait que, OK, je vais te vendre ce casque-là ou ce cuissard-là parce que je sais que je l'ai roulé puis je suis bien. Mais des fois, les gens, ils sont boqués. T'sais, là, je trouve que là, il y a un changement de prisme en ce moment. Le bike était cool et là, c'est le trail running qui devient cool. Moi, non, mais j'ai vu, il y a au moins 3-4 influenceuses que j'ai en tête qui ont changé tranquillement leur sport principal. Je sais exactement de qui tu parles. Et là, ils commencent à faire des trails avec le sac d'hydratation et tout. Mais ces gens-là inspirent, et ça, c'est beau. De se faire inspirer à essayer un sport, c'est cool. Mais ça reste des vendeurs. C'est un outil marketing. Ces gens-là, ils te vendent un mode de vie, ils te vendent des produits. Ce qu'ils te disent, c'est que ça te prend ce sac d'hydratation-là à 300$ pour faire un... C'est ça qui vient me comprendre. Mais on le voit, le trend des gens qui courent 5 km. C'est intéressant ce que tu dis parce que si tu regardes tous les reviews que je fais, tu vois jamais ma face.
Moi, là, je participais à un podcast, là, je parlais à mes collaborateurs, On peut te mettre une tête smiley. Non, mais moi, le magazine, c'est pas juste moi, on est une équipe. Ouais. Puis on fait oui, mais c'est toi, je comprends. Moi, ce que je veux pas vendre, c'est ma shape. Ce que je veux vendre, c'est mon expertise. Donc, je vais mettre une photo générique du produit, les brands sont super au courant. Je dis, moi, là, c'est pas ça que je veux. Je veux pas que les gens disent, allô, regardez-moi, moi, je l'ai essayé, c'est pas ça. Je veux que l'article parle de par lui-même. Mes collaborateurs, eux autres, ils trippent faire ça, ils aiment ça, prendre des photos. Sophie et Maxime, ils ont déménagé dans l'Ouest canadien, dans un endroit complètement paradisiaque, Mountain Vista Lake, c'est malade mental. Là-bas, là, c'est Instagram, material, fois 1000 en sortant de la porte. Là. Eux, ils aiment ça, faire ça. Pour ma part, d'un, je roule très souvent tout seul. Fait que prendre des photos de moi-même, c'est un peu compliqué. Et deuxième des choses, j'aime mieux mettre l'emphase sur le produit, mettre l'emphase sur mon essai, mais pas sur ma personne. C'est mon expertise, et je veux pas vendre ma face. C'est pas ça, c'est pas l'idée, là. Ouais. Mais là, malheureusement, on parle un peu de toi. Oui. Non, mais c'est correct. La raison pour laquelle on est réunis aujourd'hui, c'est que tu vas participer à la Race Across 300 km cette année. Oui. Tu m'as approché, t'as approché l'organisation et tout. On a commencé à échanger là-dessus. Puis, je trouve ça cool parce que tu vas mettre de l'avant un peu ta préparation. Oui. T'as beaucoup d'expérience en cycliste, t'as fait des belles choses, mais t'as quand même... t'as pas franchi l'ultra encore et tout. Comment une personne qui est aussi... amoureuse et orientée tech, équipement et tout, se met en préparation. Comment tu vois un peu... Ce qui est très rigolo, c'est que j'ai fait beaucoup de kilométrage cette année pour moi. Là, pour vous autres, peut-être vous êtes rendus au mois de mai, mais j'ai fait 9300 km en 2024. Et le constat que j'ai fait, c'est mais je me suis pas mis en danger. Je suis resté beaucoup dans ma zone de confort. J'ai testé mon endurance. J'ai testé sur certains événements au niveau de la puissance sur plus courte distance, mais je me suis dit, je suis resté dans ma zone de confort. J'ai fait, qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Puis, c'est les Fines Garnottes qui avaient partagé lors d'une sortie, je pense qu'il y a Marie-Soleil. Hey, c'est quoi cet événement-là? Je dis, OK, attends un peu, là, je vais commencer à faire des recherches. J'ai posé des questions sur Gravel Bike Québec, tu sais. Là, j'y voyais que les gens aimaient ça, puis je fais, OK, ça peut être le fun pour me mettre en danger. Tu sais, sortir de sa zone de confort, ça peut être le fun, mais je suis très conscient qu'il y a une préparation à avoir. Tu sais, pour moi, c'est important d'arriver là préparé, de ne pas sous-estimer l'événement. D'un, ça peut être très dangereux de le faire. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que toute ma saison 2025 va être orientée et focusé sur cet événement-là qui va être un peu ce qu'on considère un petit peu l'événement ultime. Comment je vais m'y préparer? C'est sûr que je vais faire du Zwift, chose que j'ai commencé cette année. C'est sûr que ma préparation, elle est déjà commencée. Donc, c'est sûr que je ne me tape pas des 300 km à la maison, mais je travaille sur mon fitness, beaucoup sur mon endurance. Je ne suis pas un gars qui est très bon en dénivelé. J'aime ça, mais je ne suis pas bon. On ne se compte pas de mentir personne. C'est quelque chose que je dois travailler et je le sais. J'ai le cardio pour le faire. Je pense que j'ai l'endurance pour le faire, mais c'est quelque chose qui est à travailler. À travers ça, j'ai contacté des partenaires que j'ai, donc SRAM. SRAM se joint pour la première fois au magazine en 2025 pour faire l'essai de leur groupe Apex. Donc, sur un des 2 vélos, parce que là, je suis encore à hésiter quel type de vélo je vais utiliser selon l'information extérieure que j'ai eue. Je fais, c'est intéressant de voir la perspective. Et là, tu vas en avoir le tout et bord, là. Exact. Fait que, il y a un premier vélo de gravel qui va être assemblé parce que je ne vais pas rouler de bonne heure dans la saison. Normalement, moi, au mois de mars, je suis déjà sur la route. Il y a un premier vélo de gravel, donc FSA, Full Speed Ahead, Vision, la division Vision et FSA décident de collaborer sur le projet Race Across, entre autres en fournissant les composantes. SRAM fournissent le groupe Apex sur le vélo de gravel. Les frames de vélo, donc il va y avoir un vélo all-road et un vélo de gravel, c'est Locked and Loaded, qui est une compagnie locale, qui me fournissent 2 cadres entre autres pour l'événement, mais ça va être aussi intéressant de partager quoi qui est quoi, puis qu'est-ce que je vais utiliser. Donc ça, c'est vraiment les WTB que j'adore et qui ont décidé aussi de participer, donc en fournissant pneus et sel. Tout au courant de la saison, on va essayer différents pneus. Tu sais, qu'est-ce qui va être le mieux selon moi, pas en tout cas, bref. Donc ça, c'est la partie plus essai, plus
équipement, si on veut, mais aussi, je vais interviewer des gens, des Québécois qui ont fait de l'ultra-distance de façon inspirante. Donc, par exemple, Félix Laberge, qui a fait une 13e ou 14e position au Divide, que je connais un petit peu. Et j'ai dit, écoute, on peut-tu se rencontrer? Il dit, on va pas juste se rencontrer, on va rouler aussi ensemble. Puis là, j'ai fait, j'aime ça. Benoît Simard, que je connais, on connaît tous d'Espresso Sport, qui lui aussi est une machine en vélo, qui est mon bike fitter, entre autres. J'ai cette chance-là d'avoir Ben, qui est pas loin de chez moi, chez Espresso Sport à Saint-Sauveur, qui va fitter mes vélos, mais on va aussi se rencontrer pour discuter de ça. Et un autre invité qui va être à confirmer, donc qui a fait, lui, quelque chose d'encore plus exceptionnel. Si ça fonctionne, ça serait le fun. Lui aussi. Donc, on a 3 perspectives différentes de gens qui vont donner des conseils au niveau de comment s'entraîner, comment voir la chose. Et au fil de la saison 2025, ben c'est sûr que je vais augmenter le pace au niveau de la distance. Pour moi, c'est important d'y aller graduellement, de tester, de voir qu'est-ce qui est bon, jusqu'à c'est quoi mon trigger, jusqu'à où je peux pousser la machine. C'est sûr que je vais commencer à faire des plus longues distances, peut-être sur un petit peu plus plat. Puis par la suite, un coup que ça, je considère que c'est maîtrisé, ben là, à ce moment-là, on va augmenter le niveau de difficulté au niveau du dénivelé. Parce qu'on parle de 330 km, 3300 mètres de dénivelé à peu près. C'est pas un col de montagne, c'est fini. C'est beaucoup de c'est ça. Les bons pitchs du Québec. Exact. Puis ce que je trouvais le fun, c'est que moi, je l'ai jamais fait. Donc, une personne qui s'y intéresse, mais qui ne sait pas sur qui se fier au niveau de l'information, peut-être va dire, ben, ce gars-là, visiblement, il ne l'a pas fait, mais il a pris ça au sérieux, puis il a décidé de s'entraîner. Peut-être que si je suis un petit peu ses conseils, ben, je pourrais peut-être bien m'en tirer lors de cet événement-là. Fait que c'est ce que je trouve intéressant. Puis je pense que ça va faire un contenu intéressant. Je regarde présentement pour faire un documentaire qui serait le T-30. Donc, ça serait 30 jours avant l'événement, la préparation finale, si on veut. C'est en discussion avec un vidéaste. Je pense que ça pourrait être aussi intéressant, cette façon-là, un petit peu plus first person, de voir comment ça se passe. On parle des Lachlan Morton qui font des documentaires. T'es comme, moi aussi, je veux faire ça, mais c'est pas pour ma face, je vous le confirme, mais c'est pour avoir l'impression de spot, de dire, merci comment de l'expérience. Là. Exactement. On est tous des bébites un peu spéciales pour le commun des mortels. Très spécial. Quand tu parles, que tu fais... T'es un extraterrestre quand tu fais ça, là, mais tu sais, c'est un peu dur d'expliquer ce que t'as fait, mais en même temps, c'est hyper dur aussi de le filmer. Tu sais, de le filmer puis de montrer qu'est-ce que t'as vécu, là. Ça prend une grosse logistique. Ça prend une perspective extérieure. Au niveau de la GoPro, je pense pas que c'est ça. Ça prend, comme Lachlan Morton, il se filme pas lui-même. Il y a des shorts, mais c'est pas ça. C'est vraiment de la perspective extérieure, de voir, OK, quand il arrive à tel point, tu vois qu'il est complètement défoncé, qu'il s'est tapé 200 km dans un orage, ou comment il se sent, c'est ça qui va être peut-être un défi en soi, parce que quand tu es complètement toasté, qu'il y a une caméra dans ta face, il faut que tu parles. Mais il est vrai, Lachlan, dans le sens où tu le vois quand il est face down. Mais c'est ça l'avantage d'être filmé. C'est son frère qui filme aussi. Tu vois, moi, quand j'ai fait la Race Cross France, j'avais la GoPro, j'ai fait des vidéos. Mais quand j'étais complètement sauté, là... Non. Genre, le dernier truc que je pensais à faire, c'est allumer ma caméra pour dire que... Ah, mais là, je me sens pas bien. Non, c'est comme là, je suis en mode robot. Et je pense pendant 2 jours, j'avais pas filmé. J'étais sauté. Quand j'ai fait le tour du lac Ontario, la dernière journée, c'est une catastrophe. Là. Je me suis pas filmé. Là. J'étais comme... C'est dans ton appel téléphonique. Tu es là pour survivre. Là, tu sais, exact. Tu veux fait finir. Que ça, c'est en discussion. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Je travaille très fort en ce sens. Je pense que les gens, même si c'est un magazine anglophone, on va se le dire, je pense que les gens peuvent s'identifier à ça. Des gens qui viennent dehors aussi du Québec. C'est peut-être des gens du Vermont qui font un Race Across Québec. Il n'y en a pas d'autres en Amérique. Ils peuvent s'identifier à ce qu'on fait. Je pense que ça va amener une perspective aussi intéressante. C'est pas un gars qui en fait souvent. Là. C'est un gars qui en fait pas. C'est là qu'on en est, mais j'ai hâte de voir. Je suis honnêtement très excité de participer à cet événement-là, de par l'organisation, entre autres. La réception aussi de l'organisation, on ne se comptera pas de mentir. Là.
le Race Across, merci à vous êtes les organisateurs, de me fournir le billet pour cette expérience-là. En toute transparence, merci beaucoup. Là. Pour moi, je trouve ça exceptionnel qu'on puisse le faire. Puis, de ce que je vois, les gens sont tous hyper contents d'y participer. Ouais. Donc, oui, absolument. Nice. Puis, y a-tu un aspect qui t'inquiète ou qui te chicote, l'alimentaire, ou rouler dans de la pluie pendant 8 heures de temps, ou le soir, la nuit? Tout. Toi, c'est quoi le plus long que t'as fait? 175, 180 kilos ballpark. OK. Ouais. De mountain bike ou? Non, de gravel avec pas full quand D+, même. tu sais, avec Ok. 4 5, Ok. 500 D+. OK. Ouais, c'était pas... c'était ça. Mais pourquoi? Mais c'est ça, tu sais, souvent je travaille fort. C'est sûr, je fais environ 300 km par semaine normalement. OK, c'est quand même bon. Ouais, c'est un bon très, très Mais bon. bon, là après ça, c'est OK, mais tu le prends au sérieux, ce défi-là, faut que tu y ailles. Là. Fait que, tu sais, je me suis mis des défis. Première étape, ça va être le Gravelooza, 130 Ok, kilos. nice. J'avais dit, je vais peut-être faire le 4 heures. Mon ami, il dit, hey man, faut que tu te prépares au 300 au mois d'août, tu vas aller faire le 130. Là, j'ai fait vendu. Donc, merci Gravelooza de m'inviter, mais ça va être le premier événement de la saison que je vais faire. Bel événement. Tester les jambes un peu le 9, étant donné que j'ai que le Gravel Bash que j'organisais la même fin de semaine depuis 3 ans ne revient pas. Ben, j'avais l'opportunité de pouvoir participer à ce merveilleux événement dans une région que j'aime beaucoup, Bromont. J'adore Bromont et l'Estrie. Pour moi, c'est la capitale du gravel. La gravelle est belle là-bas. Oui, Ouais, 100%. Ouais, on aura la chance de le parcourir en testant le 1000 km. Ben, nous, Ah ouais? ben, c'est drôle Ah parce oui, que... c'est vrai, le 1000. Ouais, non, le 1000 km, il part de Bromont. Puis moi, c'est un truc, tu sais, j'aurais trouvé ça hypocrite de faire des parcours 100 mètres de gravel. Ouais. Après, quand je dis gravel, moi, je le teste, ça passe en 25 ou en 28. T'sais. Fait que c'est pas technique, c'est pas l'Oasis Big Red. Genre, c'est très... C'est très C'est un peu de relax. spicy pour qu'il y en ait qui se posent la question, Ouais. est-ce que je vais prendre un vélo de gravel avec des gros pneus ou pas? Ouais. Ben, c'est pour ça que je vais avoir 2 vélos à essayer. Mais ouais, c'est cool. Puis là, c'est drôle parce que justement, il y a plusieurs Français qui viennent faire la course. Puis on a eu des situations rocambolesques cette année où les gens ils reviennent du 200 puis ils ont passé dans des tu sais, c'est des routes larges, c'est des affaires Je te C'est des confirme routes, que c'est là, un c'est des Français routes qui m'a d'auto, dit là, peut-être hein. considérer un gravel. mais c'est drôle, puis moi, je me sens pas... Moi, je suis pas bon en vélo de montagne. J'ai pas votre parcours de vélo de montagne. Puis je le dis aux gens dans la séance d'avant-course, dans le brief, je suis comme, guys, moi, j'ai tout testé en 28, frein à patin, ils m'ont mariné en acier. Ça passe, c'est correct, ça va bien, genre. Mais les gens ont toujours comme une appréhension, une inquiétude. Mais bref, c'est cool de mettre un peu de gravel puis de mix things up moi, la un peu. question que je vous pose, c'est quand un race across gravel? Parce que ça existe en Europe, right? Ouais, il y a les graves. C'est ça, ouais. Mais c'est les plus petites distances, c'est des 150 Ben, max. 300. Gravel Ouais, aussi. c'est grave aussi. Ben, moi, de manière qu'on le voit pour l'instant, c'est qu'il y a déjà un gros marché de la gravel au Québec. Oui. Puis il y a quand même beaucoup... Il y a le GBC. Nous, on veut pas casser des les calendriers. On veut rajouter, encourager et tout. Puis Je connais ça. on trouvait que justement de faire un événement ultra distance basé route principalement, on n'allait pas casser les reins à personne. Non, puis, $100 000. fait qu'on y a pensé, mais pour l'instant, il y a tellement de courses déjà de qualité de gravel au Québec qu'on préfère se garder le créneau ultra. Ouais. On pense plus augmenter les distances avec le temps. Puis l'idée, c'était vraiment de dire aux gens, pas besoin de prendre l'avion pour faire de l'ultra, tu peux en faire au Québec. On a une belle province, on a des routes à puis savoir quoi en faire. Tu peux avoir des régions administratives différentes, avec de la route différente, de la gravel différente. Donc, on s'était vraiment mis en tête de faire de quoi de local avec des partenaires locaux. Puis c'est cool parce que l'organisation en Europe nous a laissé le champ libre là-dessus, nous a fait confiance. Mais donc, on veut vraiment faire découvrir le Québec, puis on pense plus à aller en extrapolant la distance. Tu sais, on Gaspésie, Saguenay, tout le tralala. Donc, on est plus dans cette optique-là que de faire la gravel parce qu'on considère qu'il y a déjà quand même des beaux événements. Tu sais, vous allez passer dans mon backyard qui est le corridor aérobique. Ouais, je sais qu'on passe là. Ça, c'est mon paradis. Ça, c'est drôle parce que les gens avaient tellement peur l'année passée. Les gens avaient tellement peur. Puis ça dépend où on passe. Moi, j'ai pas vu la map encore. Je pense que vous allez l'envoyer quelques temps. Il faut tester avant. On va la tester avant, printemps. Mais pour moi, le parc du corridor aérobique, c'est le paradis. D'un, pour essayer des produits, parce qu'il y a à peu près tout type de gravel qui se passe sur 58 km. Là. Deuxième des choses, c'est que tu es au milieu de nulle part, puis tu as des lacs, puis la vue est complètement exceptionnelle. Donc, déjà que je savais que vous alliez passer là, je suis
Ah ouais, OK, ça passe en 28. Ah, OK, oui, OK, peut-être. Ça dépend, on est rendu où. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est beaucoup d'inconnus. Ouais. Et tu sais, quand on parle de sortir de sa zone de confort, je pense que des fois, c'est le fun de le faire. C'est le fun de le faire de belle façon, on s'entend. Tu sais, meilleur exemple, quand on parle de préparation, ce matin, j'étais chez mon médecin avec des résultats sanguins. Il disait, est-ce que tu me donnes le go? Est-ce que tout est correct? Est-ce que j'ai une carence? Est-ce que j'ai une problématique? Et c'est une personne qui a fait des marathons, qui a fait du vélo de montagne. Il connaît ma réalité, puis il a dit, j'entends, tu as 100% le go. Là. Tu sais, on vérifiait des rythmes cardiaques, on regardait, il dit, tu as 100% le go. Tu sais. Fait que pour moi, j'ai l'esprit tranquille de me dire, bon, mais parfait. Là, j'ai le go aussi de mon médecin de pouvoir pousser la machine un peu plus. Au mois de juin, on reteste sanguin, voir est-ce que j'ai des carences, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Tu sais, pour moi, c'est aussi ça la préparation. C'est autant la préparation physique que mentale aussi de le faire. Ouais. C'est intéressant parce que moi, je suis tellement organisé, mais pas organisé en même temps. Puis, tu sais, genre, pour faire la RAF en France, il fallait avoir l'autorisation du médecin. Là-bas, il demande ça. Puis, tu sais, ça a pris 5 minutes. Là. Genre, mon médecin, il a fait de la vérification la plus basique. Puis moi, jamais dans ma tête, je me suis dit, je vais faire les tests de sang. Je vais faire, tu sais, genre, j'étais comme l'eau balée. Moi, je vais survivre au sandwich jambon fromage pendant 2 semaines. Puis au coke à 2 heures du matin. Tu sais, mais c'est intéressant de voir justement le point de vue de quelqu'un qui se questionne justement sur tous les aspects d'une compétition, d'une course comme ça. Ben, moi, c'est des bilans sanguins complets 2 fois par année depuis 5 ans. Okay. Pas parce que je suis pas en forme, c'est que je veux m'assurer de ne pas avoir de problèmes. J'ai 42 ans. J'ai pas l'air de mon âge, je sais. Mais j'ai 42 ans. J'ai des connaissances qui sont morts du cœur et ils étaient très en forme, des marathoniens, des triathlètes. Donc, je prends ça au sérieux, ma santé, parce que je veux m'assurer. Tu sais, des fois, tu pousses la machine, ça va bien, puis là, à un moment donné, oups, là, c'est ce qui s'est passé là. Tu sais, je veux m'assurer qu'on ne manque rien. C'est ça, même au niveau musculaire, tu sais. Des fois, tu peux avoir forcé tout croche, tu t'es fait mal, des fois c'est très mineur. Ben, tu sais, moi je vais chez Physio Edit à Saint-Sauveur. Tu sais, pour moi, Isabelle, ma physio, j'ai pas besoin d'un billet du médecin. Là. J'ai écrit allô, je pense que je me suis fait mal à une hanche. Ou peu importe, c'est quoi. Elle me prend tout de suite. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la préparation, c'est d'être aussi à l'écoute de son corps. Ouais. De s'assurer que tout est correct. Ça passe aussi par un bon bike fit. Là, on s'entend. Mais dans l'entraînement, ça, c'est un truc... moi, ça m'a pris 3 hivers pour le comprendre de ne pas me surentraîner. Ouais. Tu sais, on s'en parlait les premiers hivers où j'ai commencé vraiment à faire du spécifique intense. Là, j'en faisais. Puis là, rendu en janvier, je l'appelais. Je suis comme, Jess, si je suis plus capable, là, genre, j'ai une fatigue musculaire. Genre, je bogne mes entraînements, je rentre plus d'intervalles. C'est là que ça commence. Lui, ben, tu t'es trop entraîné. Puis ça m'a pris genre 3 ans avant de comprendre le pace, de me faire des séances de récup, d'écouter mon corps. Tu sais, je check ma montre pour mon sommeil, ma variation cardiaque, prendre un bon apport en protéines et tout pour être correct. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on fait mal jusqu'à ce qu'on le fait bien, genre. Fait que c'est le rythme que tu vas te mettre pour t'entraîner pour un truc comme ça. Il y a clairement des moments plus durs que d'autres, mais je pense que t'as une mentalité assez on va s'en reparler dans une couple de mois, là, parce qu'on va prendre qu'on se parle quand même souvent, mais oui, tu sais, pour moi, je suis très focusé, je suis très, très tenace. Tenace, c'est le bon mot, même avec les marques avec qui je collabore. Ou les marques que j'essaie d'avoir, la ténacité. Tu sais, quelqu'un qui me dit comment on part un magazine dans la vie, là, la première chose qu'il faut que tu sois, c'est très tenace. Tu sais, pour vous donner une idée, The North Face, bonjour, The North Face, ça a pris plus d'1 an et demi à trouver la bonne personne à qui parler et les convaincre qu'on essaie des produits. Donc, tu sais, quand on parle des fois, c'est pas instantané, là. Il y a une expérience qui s'acquiert, il y a des relations qui se bâtissent. Il y a des relations, des fois, qui se débâtissent aussi, nous, autant que médias avec la marque. Très important, tu sais, la ténacité. Je pense que si tu n'es pas tenace dans la vie, ben, des fois, tu vas lâcher prise, tu sais. Mais quand tu es en train de faire un événement de même, il faut que tu sois tenace, il faut que ton mental embarque, parce que des fois, c'est ton mental qui va driver tout le show à un certain moment dans ton événement, tu sais. Le premier Big Red que j'ai fait, à 20 km de la fin, j'avais des crampes, ça marchait plus, là. Mais j'ai dit, c'est pas vrai que tu vas finir dans le bas du pick-up, tu vas le finir. Puis, tu sais, moi, le motto que j'ai à tous les événements que je participe, que ce soit des courses, pas des courses, c'est have fun, don't finish last.
Ouais, c'est un bon... c'est le motto que j'ai. Fait que arrange-toi, mais c'est ça. Aie du plaisir, finis pas dernier. Puis c'est comme ça que je le vois, tu sais. Ouais, absolument. Puis bon, ben on est sur le bord de la fin. Dis-moi, je sais poser cette question-là, c'est quoi les 3 trucs que tu amènes toujours en bike? Genre les indispensables que tu peux pas penser faire du bike sans ça. Upica dans mon eau, qui est un produit québécois. OK. Je salue PH. Sirop d'érable, qui est un glucide exceptionnel et un sucre. Donc, au lieu d'acheter... Ouais, j'achète les trucs en silicone pour le voyage. Ouais. Tu remplis ça de sirop d'érable, c'est magique. OK. Et mon Camelback. OK. J'ai le Chase Bike Vest. Okay, ouais. Mon Camelback, c'est mon meilleur ami. C'est pas mal les 3 choses que j'amène, que je suis capable de faire un très bon bout de temps. Ma carte de débit. Pour les microbrosses. Ah non, tu vas pas de bière. Ouais, aussi. Non, ça dépend. Mais non, effectivement, c'est pas mal les 3 trucs qui sont mes ingrédients clés, je dirais. T'écoutes-tu de la musique en roulant ou... Non. Non? Fait que t'as pas de chanson du désespoir que tu mets puis ça te prime? Quand je fais du Zwift, oui. Je mets beaucoup de DM. OK. OK. Du gros beat, là. Ouais, il faut que ça marche, mais je suis de la génération du vrai hip-hop. Donc, Jay-Z, Biggie, Tupac. Des fois, je les ai en tête. Tu sais, des fois, avant d'arriver, il faut que tu prennes ton... Je reste à côté du petit train du Nord, mais s'il faut que j'aille un petit peu plus loin, comme sur le corridor aérobique, c'est à 10 minutes de chez nous, c'est du gros rap avant d'arriver. Puis on dirait que ça me reste dans la tête. Mais je pense que d'avoir l'esprit libre, je pense que pour moi, c'est la meilleure soupape qui existe, le vélo. Donc, de bien, l'environnement, le bruit, le son, je trouve que c'est tellement relaxant. C'est relaxant de faire du vélo. Puis mes amis sont comme, t'es malade, comment tu fais? Non, je te le confirme. Saute là-dessus, là, quand ça va pas bien, ça devrait bien aller quand tu reviens. Puis qu'est-ce que tu appréhendes le plus? Il y a quelque chose que tu te poses des questions, tu appréhendes pour la préparation ou pour cet événement-là? Ben, je dois vous avouer que je sais que c'est très bien organisé. Ce que j'apprécie de voir, c'est que vous avez comme un point central où tout se passe. Ouais. Donc, je me dis, s'il faut que je fasse, mettons, 3 loops de 100 km, là, tu sais, si au bout de 200, il y a de quoi qui marche pas, t'es en théorie, pas au milieu de nulle part. Dans le sens que tu sais que tu peux revenir au point, on va l'appeler le point 0. Je trouve que c'est très rassurant et j'ai vu que c'était voulu. Ouais. Je trouvais que la façon que votre site web est fait et que l'information est véhiculée, c'est très, très rassurant. Ouais. C'est une des raisons qui a fait que j'ai décidé de reach out à Race Across. C'est quand même une grosse organisation, on va se le dire. Mais je trouvais ça intéressant. Je trouve que c'est rassurant justement pour les gens qui commencent de voir que, OK, attends un peu, là, ils ont pensé à tout. Je sais que aussi vous avez sur le parcours des dépanneurs, il y a des choses qui sont disponibles. On fait en sorte de... C'est ça. Tu sais, nous, on fait la reco. Donc, au printemps, là, on va faire le 500 puis le 1000. Puis, on va regarder où est-ce qu'il y a des endroits névralgiques importants. Tu sais, comme là, quand on a fait l'année dernière sur le 500, on a dit, attention, le premier 200, il n'y a pas beaucoup de ravitaux. Là. Les dépanneurs, ils vont fermer le soir. Oublie ça, il n'y a plus rien. Donc là, il va falloir être autonome. Donc là, les gens, ils se sont préparés en fonction d'eux. Donc, tu sais, on essaie quand même. C'est sûr que ça reste de l'aventure. Il faut quand même que tu te gères toi-même avec ta bouffe 100%. Et tout. Mais, tiens, on fait un bon brief le matin. Là, c'est drôle. Là. Ils racontent des blagues et tout. On se marre. Mais aussi, on fait on raconte des trucs intéressants qui vont être nécessaires pour la course. Là. 100%. C'est vraiment la mentalité, c'est que le 300, on te prend en main, on te lance dans l'aventure, mais tu as une enveloppe de sécurité. Ouais. Donc, le parcours, il est réfléchi pour quand tu as des points d'arrêt et tout, que tu te sentes à l'aise. C'est des routes utilisées. Le 500, déjà, tu as un élément plus intense, c'est 2 boucles. Tu roules la nuit, t'as moins de dépanneurs et tout. Et là, le 1000, c'est arrange-toi. Advienne que pourra. Il y a beaucoup de gravel, beaucoup de coins perdus, beaucoup de zones où tu n'auras pas de téléphone peut-être, il n'y aura pas de dépanneur. Il y a on a des balais GPS, donc on sait tout le monde. On vous suit en temps réel sur une plateforme. Mais donc, plus on monte en intensité de distance, plus on monte également en intensité de dépaysement et de sentiment de solitude. Donc, le 300, il est vraiment fait pour... Je découvre l'ultra, j'en chie, c'est dur,
Mais quand j'arrive à la fin, puis j'ai mon trophée, ma bière et tout, je suis content, puis j'ai du fun. Puis tu sais, à l'arrivée, on prend en charge. Hein, t'as de la bouffe prête, on s'occupe de ton vélo, on te sort une chaise, c'est vraiment... T'as la photo de finish, t'as le trophée avec ton nom dessus. Tout est pris pour que quand tu reviens à la base de vie, là, c'est le party, t'as réussi, t'as accompli ton truc. On a du fun, tu sais. Donc, on joue beaucoup sur ce côté-là d'accompagnement. Puis, on essaie beaucoup de te parler d'entraînement. Nous, cette année, on essaie d'avoir des partenaires pour justement vous donner une base d'information, mais également d'expérience, de t'as envie de tester. Tu n'as jamais roulé de nuit, tu veux savoir c'est quoi rouler la nuit, ben, on va avoir des sorties de groupe pour tester la nuit et tout. Donc, on pense vraiment un peu à cet aspect-là aussi, comme tu l'as mentionné, de je suis néophyte, je découvre. J'ai envie de me dépasser, mais j'ai pas envie... d'être inquiet, donc on prend un peu le truc ensuite. Là, c'est ce que j'apprécie, tu sais, je pense que c'est rassurant, en tout cas pour des gens qui commencent. Des fois, tu te dis, t'as peu, dans quoi je me lance avec tout ça, là, on s'en va où avec ça, tu sais, des fois, malheureusement, il y a des événements, des fois, qui ont l'air extrêmement bien organisés, mais quand t'es parti, pas tant, là, là, tu fais comme, OK, t'as peu, là, genre c'est point, là. C'est ça qu'on s'est rendu compte, c'est que on a mis beaucoup de focus sur l'organisation en tant que telle. Mais tu as le marketing derrière qui prend de la place, mais tu peux mettre du temps sur le marketing qui va faire que l'événement va bien paraître et tout, mais on ne veut pas se risquer d'avoir, surtout sur des longues distances comme ça. Donc on met beaucoup de focus sur l'événement en tant que tel. Puis là, le marketing, on lance des podcasts, on lance des affaires pour marketer ça, puis aussi bien expliquer dans quelle aventure on s'embarque. Mais c'est sûr que c'est important pour nous vous êtes des invités. Là. C'est comme si on vous invite chez nous, puis t'es bien accueilli, tu manges bien, tu bois bien, tu peux dormir, t'es confortable. Exactement. L'idée, c'est ça, là. Puis c'est ce que je pense qui est rassurant, pour moi, en tout cas pour ma part, je me dis, je veux être bien encadré d'une certaine façon à mon premier événement, parce que c'est tout le temps souvent la première impression qui fait que ça se joue là-dedans. Si la personne a eu une très mauvaise expérience, c'est sûr que s'il ne s'est pas préparé ou il a sous-estimé l'événement, ben là, il y a une grosse partie de toi là-dedans qui est le problème. Mais si tu as fait tes devoirs, ben après ça, il n'y a pas de... Et que l'organisation back l'événement, ben il n'y a pas de raison que tu n'aies pas de fun. Je voyais même qu'il y a des invitations Zwift là, qu'on va faire, vous allez faire, en tout cas, bref, que je vais participer, mais ça aussi, je trouve ça le fun. Je trouve que c'est très inclusif. Pour moi, l'inclusivité dans le vélo est extrêmement importante, peu importe les niveaux. Je pense que c'est important de bien prendre en charge les gens. 100%. Et on invite les gens qui sont pas trop sûrs à le faire d'être bénévoles, parce que je pense que c'est la meilleure manière de comprendre, parce qu'on passe à travers les émotions et tout, puis c'est une de nos forces qu'on a eu la première année, d'avoir des bénévoles incroyables, très humains, qui ont ramené l'événement à échelle individuelle de chaque personne est différente et tout, chaque personne vit des émotions, donc c'est toujours cool de voir un peu derrière le rideau comment ça fonctionne et de participer, donc si jamais des gens c'est leur temps, n'hésitez pas. Les bénévoles, c'est tellement important. Tellement important. Joe, en terminant, où est-ce qu'on peut te lire? Plug le site, plug l'Instagram, le Facebook, on met les liens et tout. Oui, ben le site web, c'est allday, allday.life, L-I-F-E, donc comme la vie. Ça, c'est notre site Internet. Sinon, vous avez All Day Magazine sur Facebook ou Instagram. Suivez-nous, posez des questions, challengez-nous. On aime bien ça, répondre aux gens qui nous challengent. Mais non, absolument. Je pense qu'on offre quelque chose d'intéressant. C'est plus de 300, on est rendu à 340 articles différents. Donc, c'est vraiment le fun. Merci beaucoup d'avoir passé. Merci à vous autres. Et bonne préparation. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.